Alors, on va faire un grand saut dans l'histoire, et puis des Grecs, eh bien, on va passer à un courant assez fécond qui va se développer au XVIe et XVIIe siècle, que les auteurs classiques par la suite vont appeler le courant mercantiliste, donc représenté par trois penseurs français, bien qu'il y ait eu des penseurs britanniques dans ce courant. Antoine de Montchrétien, Colbert qui était le ministre de Louis XIII et de Louis XIV, et Jean Bodin qui est un économiste de cette époque. Donc un courant essentiellement français. Alors, ces mercantilistes ont une analyse intéressante de l'économie politique. Ils pensent en effet que la richesse provient, pour l'essentiel, du commerce. Donc la source de la richesse des nations, elle n'est pas dans la production, elle est dans le fait de commercer, et particulièrement de commercer avec l'étranger. Alors, leur raisonnement est très particulier. Il faut développer les exportations vis-à-vis de l'étranger. L'État doit développer, par exemple, sécuriser les routes commerciales pour que les bateaux puissent acheminer beaucoup de marchandises à l'étranger. Mais en contrepartie, l'État doit aussi fixer des droits de douane très importants pour limiter les importations. Donc les mercantilistes, ce sont des demi-libre-échangistes. Ils sont libre-échangistes du point de vue de la nation, mais ils sont protectionnistes du point de vue des autres. D'accord ? Ce qui, évidemment, si on généralise à l'ensemble des nations, aboutit à la disparition totale du commerce international, puisque tout le monde veut vendre aux autres, mais personne ne veut acheter aux autres. Donc finalement, il n'y a pas d'échange. Donc c'est cette idée, donc voilà, c'est le commerce, et particulièrement le commerce international, les exportations, qui vont enrichir la nation. Autre grande idée, ces auteurs vont montrer que, alors à juste titre, ou ça a été décrié depuis, mais ils vont essayer de montrer qu'il existe des lois économiques intangibles. Et notamment, ils vont mettre en évidence la première loi économique relative à la monnaie, qui est un ancêtre de ce qu'on appellera, et ce qu'on développera nous plus tard dans le cours, la théorie quantitative de la monnaie. Ils essayent de montrer que le niveau des prix est corrélé à la quantité de monnaie disponible dans un pays. Autrement dit, plus la quantité de monnaie augmente, et plus les prix augmentent. Donc ça, c'est une loi économique qui met en rapport la proportion d'augmentation des prix par rapport à la proportion d'augmentation de la monnaie. C'est Jean Bodin qui trouve cette loi économique, et ça part d'une observation. Jean Bodin remarque qu'il y a un afflux d'or et d'argent en provenance du Nouveau Monde, puisque depuis 1492, les Amériques sont découvertes. Et donc, les Espagnols et les Portugais vont importer en Europe une grande quantité d'or et d'argent qui vont piller aux populations locales, d'ailleurs, ou qui vont exploiter directement dans les mines. Et donc, on s'aperçoit qu'en Europe, il y a une grande quantité d'argent, au sens le métal, et d'or qui circule. Et on s'aperçoit aussi, parallèlement, qu'il y a une très forte inflation, une très forte augmentation des prix. Donc ça, c'est une des premières lois économiques pondues par un économiste. Alors, deuxième courant de pensée, qui est aussi un courant français, donc à cette époque-là, mais rappelez-vous quand même que la France de Louis XIII et de Louis XIV, c'est la principale puissance européenne, et c'est donc la principale puissance mondiale, dans le sens où, évidemment, la Chine, on n'est pas du tout en rapport, ou très peu en rapport avec ce genre de puissance. Donc, du monde connu, développé, chrétien, ce que vous voulez, évidemment, la France est le pays principal. Et c'est normal, elle va sortir les principaux économistes. Et on trouve cette corrélation encore aujourd'hui. Si vous voulez, les économistes sont essentiellement américains. Pourquoi sont-ils américains ? Puisque la puissance économique hégémonique dominante depuis maintenant 60 ans, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et on peut remarquer d'ailleurs, pour fermer la parenthèse, qu'à un moment où on parle de crise importante aux États-Unis dans les années 80, on parlait de déclin de l'Empire américain dans les années 80, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une autre école d'économistes qui va
tout d'un coup apparaître et qui va être très influente, sont les économistes japonais. Et ça va durer 10 ans, le temps que le Japon retombe dans la crise depuis 1992. Aujourd'hui, il n'y a plus d'économistes japonais qui font parler d'eux sur la scène internationale. À nouveau, ce sont les économistes anglo-saxons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les économies dominantes qui génèrent les pensées économiques dominantes. C'est aussi simple que ça. Eh bien, à cette époque-là, c'était la splendeur de la France et du roi Soleil. Et donc, les économistes étaient volontiers français. Alors, ces physiocrates, 18e siècle, François Quesnay, c'est un économiste qui est important parce qu'il a révolutionné en fait ce que l'on savait sur l'économie politique. Alors, il vit à son époque, François Quesnay, donc on peut pas lui reprocher ça. Et la France est essentiellement agricole. Donc pour lui, il va avoir une analyse de l'activité économique très particulière qui colle à son époque, de dire voilà, la richesse est toujours d'origine agricole. C'est-à-dire que ce qui produit à chaque fois plus de richesse qu'il n'a coûté pour engager la culture, c'est ce domaine agricole. Hein, vous avez, avec un sac de grains de blé, évidemment, vous avez ensuite plusieurs tonnes de récolte de blé. Hein, donc cette multiplication, si vous voulez, entre l'intrant qui est la matière première et le produit fini, eh bien, c'est quand même quelque chose d'assez particulier au domaine agricole. Donc, il dit que la richesse est toujours d'origine agricole, et il va montrer que cette richesse, elle va permettre, donc l'agriculture produit un surplus, et ce surplus, c'est ce qui va permettre aux autres, aux artisans, aux commerçants et aux oisifs, aux aristocrates, de vivre. C'est parce que l'agriculture est producteur de richesse qu'on va pouvoir payer des outils, qu'il va pouvoir y avoir des commerçants, et qu'on va pouvoir assurer le train de vie festif de l'aristocratie. Donc, les autres, ce sont les improductifs. Il y a les agriculteurs dans la vision de François Quesnay, et il y a les improductifs, et c'est la richesse qui provient de l'agriculture qui va circuler chez les improductifs, et qui va revenir à l'agriculture, puisque tous les improductifs mangent. Et donc, ce raisonnement, en termes de circuit économique, est un raisonnement extrêmement moderne, puisqu'il faudra attendre Keynes pour qu'il soit réhabilité par les économistes. Hein, donc déjà, François Quesnay, 3 siècles avant Keynes, eh bien, développe ce raisonnement économique en termes de circuit. Donc, les autres activités, hormis l'activité agricole, sont considérées comme improductives. Alors, cette analyse de François Quesnay est doublement intéressante, outre l'idée du circuit, par le fait que son analyse économique, elle est doublée d'une analyse de la structure sociale. Il a montré, par exemple, que les propriétaires terriens, qui sont pour une large part responsables du surplus agricole, ils ont des intérêts qui sont très différents, très divergents des artisans et des commerçants. Donc ils vont faire toute une analyse de la structure sociale en fonction des intérêts plus ou moins compatibles entre les uns et les autres. Je dis que cette vision est intéressante parce qu'ensuite, tous les classiques, jusqu'à Marx souvent on l'appelle le dernier des classiques, eh bien, toute l'analyse de la structure sociale des classiques et de Marx, elle repose sur cette idée. C'est les intérêts économiques qui font que les gens, ils sont en conflit ou pas. Hein, donc c'est une vision extrêmement intéressante. Alors que dans la pensée libérale, il n'y a pas de conflit. Le conflit est totalement absent. L'idée même de conflit est absente. Et tout se passe comme si on était dans un monde aseptisé où finalement chacun agissait selon son intérêt, mais que l'intérêt des uns n'était pas incompatible avec l'intérêt des autres. En fait, il y a une grosse tentative dans le monde libéral de nier les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre les groupes sociaux. Alors, voilà, c'est pour arriver à resituer un petit peu la pensée économique. Elle commence pas Adam Smith. Hein, tout d'un coup, il n'y a pas un mec génial qui s'appelle Adam Smith qui va dire, effectivement, voilà ce qu'est l'économie politique, et je produis le premier ouvrage scientifique économique qui s'appelle La richesse des nations. La préoccupation économique, elle date, je vous dis, des Grecs, et elle s'est développée tout au long de l'histoire jusqu'au XVIIIe siècle.